خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je pense pas que vous allez rester bien ou là que vous allez vous sentir bien ou là que vous allez avoir le moral après l'histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire terrible sur laquelle j'ai réfléchi depuis plusieurs jours. C'est l'histoire d'un scientifique algérien, d'un éminent scientifique algérien qui a été, et j'ose employer le mot, et je présente d'ores et déjà mes excuses à sa famille. Parce que je risque de remuer des souvenirs, ou là des douleurs, ou là des émotions non seulement désagréables, mais des souffrances, voilà. Des souffrances assez terrifiantes. J'ai fait cette émission, je le dis bien, sans aucune concertation avec sa famille. Maintenant, la famille, ni de loin, ni de près. C'est un travail indépendant, un effort personnel de la rédaction d'Algérie Part, qui s'est emparé de l'histoire du scientifique algérien le plus connu en agronomie, le meilleur agronome de l'histoire de l'Algérie, qui a été assassiné. Je le dis bien assassiné symboliquement. Ils n'ont pas assassiné à un coup de balle réel, mais il a été assassiné par le régime algérien parce qu'il a été licencié abusivement et privé de son salaire pendant presque 10 ans alors qu'il avait un cancer grave de la prostate. Il n'a jamais pu se soigner à l'étranger. Il avait été obligé d'interrompre ses soins intensifs en France parce qu'il ne pouvait plus voyager, il ne pouvait plus se permettre de financer ses soins. Il a perdu son salaire, il a perdu ses revenus et il est mort de l'indifférence générale alors qu'il s'agit du plus grand agronome de l'histoire de l'Algérie, dont les compétences sont reconnues mondialement. Dans le milieu universitaire en Algérie, ce monsieur, on l'appelle le martyr de la science. Le martyr de la science. Ce monsieur s'appelle Aïssa Abdelgherfi. Al-Marhoum Aïssa Abdelgherfi. Le défunt Aïssa Abdelgherfi qui est mort en mai 2023 des suites douloureuses d'un cancer qui a rongé profondément son corps. Aïssa Abdelgherfi, c'est encore une fois le meilleur agronome de l'histoire de l'Algérie. Aïssa Abdelgherfi, il est né le 3/12/1950. Il a vécu tout son jeune âge à la campagne. Il avait un énorme amour pour la terre, pour l'agriculture. C'est pour cette raison qu'il décide de se spécialiser, d'apprendre et de devenir un agronome. Il a commencé dans une ferme polyvalente. Il s'est intéressé aux productions végétales, aux productions animales. Il est lui-même fils d'agriculteur. Il est issu d'une famille d'agriculture. Donc, il a fait de l'agronomie, il a fait un bac en sciences expérimentales en 1971. Il s'est inscrit ensuite à l'Institut national de l'agriculture en septembre 1971. Ensuite, il est devenu le gérant d'une ferme qui a été laissée par son père. Ensuite, il est devenu ingénieur d'État en agronomie en 1976. Et ensuite, il a consacré toute sa vie à l'enseignement universitaire et à la recherche scientifique dans l'agriculture. Il a eu un magistère en agronomie en 1978. Il est devenu, au fil du temps, parmi les plus grands agronomes de l'histoire du pays. Pour connaître son parcours et son histoire et sa valeur, je vous renvoie vers une contribution qui a été écrite par l'une de ses collègues. Comme la contribution à l'Institut national de l'agriculture, qui est une école d'élite, qui est véritablement une école d'élite. Cette professeure à l'école nationale d'agriculture d'Al-Harrach, elle s'appelle Rosa Issolah. Elle a fait une contribution, c'était je crois en novembre 2016, juste après son limogeage abusif, et elle a parlé de lui. Je vais vous raconter comment il a été limogé. Ça veut dire le personnage. En Algérie, on n'est pas un pays que de généraux, de terroristes ou de dirigeants délinquants. Nous avons une grande élite universitaire. Nous avons eu des grands cerveaux dans plusieurs domaines, dans les sciences techniques, mais dans les sciences naturelles comme l'agronomie. Et ces compétences, malheureusement, ont été non seulement marginalisées, mais aussi méprisées, combattues, je dirais même assassinées par le mépris, l'indifférence et par la hogra. Alors, le monsieur, avant d'être l'école nationale d'agriculture, ce qu'on appelle l'école nationale d'agriculture, en janvier, Abdelgherfi, Aïssa Abdelgherfi est une figure. Regardez ce qu'elle dit
Sa collègue, je vous cite un passage qui résume tout le parcours de monsieur Aïssa Abdelgherfi. Aïssa Abdelgherfi est une figure emblématique de la communauté des agronomes en Algérie. Dans les années 1970, il a fait partie du tout premier noyau d'enseignants qui a relevé le défi de l'algérianisation du prestigieux Institut national agronomique d'Al Harrach, un joyau de l'Algérie créé en 1905. Effectivement, l'INA d'Al Harrach a été créé par la France coloniale en Algérie en 1905. Il était parmi les meilleurs, parmi les premiers établissements en sciences, en agronomie et dans les recherches sur l'agriculture sur le continent africain et dans le monde. L'histoire de l'INA d'Al Harrach, d'ailleurs je demande, il y a Anas, il y a les professeurs de l'INA d'Al Harrach, il y a les étudiants de l'INA d'Al Harrach, il y a les chercheurs témoigner de ce que je vais dire. Racontez l'histoire de Aïssa Abdelgherfi, racontez l'histoire de votre prestigieux établissement qui est malheureusement méconnu et ignoré. Donc, homme de laboratoire et de terrain, il incarne toutes les valeurs d'un scientifique engagé auprès des institutions et des ministères de l'agriculture, de l'environnement et de la culture. Ses travaux sur les fourrages, les espèces pastorales, les ressources phytogénétiques, la biodiversité, ainsi que sa parfaite connaissance du terrain algérien, constituent une valeur inestimable pour l'Algérie. Reconnu à l'échelle internationale, il a dirigé plusieurs projets de partenariat financés par l'Union européenne, l'ECARDA, au bénéfice de l'Algérie, auteur de plus d'une centaine de communications et d'une quarantaine d'articles. Ce chercheur chevronné a été primé par le directeur de Thomson Reuters, Emea Sals, pour sa contribution à l'excellence internationale dans la recherche scientifique. C'est ce que sa collègue Hawlik Shkoun, le professeur Abdelgherfi. Il a eu des récompenses internationales, il a eu une reconnaissance internationale, il a eu une carrière aussi internationale. C'est tout simplement Thomson Reuters, c'est une grande agence de presse, etc. Et ils ont des fois des prix, ils décernent des prix, etc. pour les scientifiques, pour les innovations scientifiques. L'Union européenne, vous connaissez ce que c'est. ICARDA, c'est une organisation internationale, c'est le centre international de recherche dans les zones arides. C'est aussi un brillant. Il est situé à Beyrouth au Liban. Vous pouvez, moi j'ai fait des recherches sur ce personnage, vous pouvez avoir une idée de ce qu'il écrivait, de ce qu'il était en train d'écrire en essayant de rechercher sur internet ses travaux. C'est tout simplement un éminent professeur, il n'y a rien à dire. Sarahatan, moi quand j'ai vu son parcours, j'étais fier, je me suis dit, l'insan n'est pas connu depuis avant. Par exemple, il a publié dans la revue italienne d'agronomie une publication sur les modèles d'adaptation de 16 cultivars du luzerne dans des environnements contrastés en Algérie et leur implication pour l'amélioration des cultures. Il a publié par exemple dans le journal Biodiversitas de la diversité biologique, c'est des publications internationales, collecte et caractérisation agro-morphologique des accessoires algériens de lentilles. Il a travaillé sur tout ce qui est des aspects très techniques. Par exemple, il a publié dans une revue en 2016, Sciences des cultures, la diversité des réponses à la sécheresse dans un assemblage, etc. Il travaille sur la sécheresse, il a publié dans les cas, franchement, il a publié en Chine, en Italie. Ces publications ont fait le tour du monde. C'est le cerveau de l'agronomie algérienne. Pourquoi je dis qu'il a été assassiné? Et pourquoi je parle de lui? Alors, l'histoire de Aïssa Abdelgherfi commence en août 2016. En août 2016, vous pouvez d'ailleurs retrouver sa contribution dans les colonnes du Soir d'Algérie. Il a écrit une contribution scientifique exceptionnelle. Que toutes celles et ceux qui s'intéressent à la thématique de la sécurité alimentaire, à l'agriculture et à la nourriture et à la sécurité et aux besoins alimentaires du peuple algérien, ils doivent lire cette contribution. Parce que la sécurité alimentaire, c'est l'un des piliers de la sécurité nationale. La sécurité nationale, si tu n'arrives pas à garantir ta propre nourriture, si tu n'arrives pas à fournir à ton pays, à ton peuple de la nourriture, c'est pas la peine d'avoir une grande armée, c'est pas la peine d'avoir une économie. La base de la sécurité, d'abord, c'est de manger. Après, c'est de savoir où dormir. Ensuite, d'avoir une arme. Avant d'avoir les armes et les chars et les missiles, c'est d'abord la sécurité alimentaire. C'est d'abord se nourrir. La contribution, c'est la connaissance, seul rempart pour l'Algérie. Seul rempart de l'Algérie. Face au risque de l'insécurité alimentaire, la connaissance, seul rempart de l'Algérie. En 2016,
Monsieur Aïssa Abdelgherfi, il a illustré, il a prévu et prédit la crise alimentaire que nous vivons en ce moment depuis 2021-2014. Les pénuries des produits alimentaires, l'inflation à 2 chiffres, les problèmes, l'impact du réchauffement climatique sur l'agriculture algérienne, la baisse de la production agricole, l'indépendance vis-à-vis des importations, la cherté des aliments, l'incapacité des ménages algériens à pouvoir se nourrir dignement. Il a tout dit dans cette contribution. Al-Marhoum Aïssa Abdelgherfi. Voilà ce que je vous cite quelques passages. La science, l'analyse économique et la modélisation sont les fondements de toute politique agricole durable. Toutes les études, publications scientifiques et rapports d'organisations internationales réalisés sur cette question montrent que les États ne peuvent plus laisser place au hasard dans leur politique agricole. Il était en train de dire et de crier faites confiance aux chercheurs, impliquez, il disait aux dirigeants algériens, impliquez les chercheurs, impliquez les scientifiques pour régler le problème de la sécurité alimentaire de l'Algérie, sinon nous allons connaître l'une des plus graves crises alimentaires et se nourrir sera très compliqué et très cher dans notre pays. Regardez ce qu'il a dit dans cette contribution aussi, dans un contexte de mondialisation et de réchauffement climatique, accentué par notre pauvreté en ressources hydriques et en surface agricole utile, 3% du territoire national. Croire que la question de la sécurité alimentaire est une affaire de paysans est une grave erreur. La science, je voulais juste un passage important. La science d'une politique agricole, la science, l'analyse économique, l'analyse du cas syrien, par exemple, il a pris le cas syrien, l'analyse du cas syrien qui occupe actuellement largement l'actualité internationale, parce qu'en 2016, il y avait la guerre en Syrie. Rappelez-vous, et on pensait tous qu'à l'époque, la guerre en Syrie était juste une affaire de politique entre des puissances, entre l'Iran contre l'Arabie Saoudite, entre Israël contre l'Arabie Saoudite, entre l'Occident qui voulait se débarrasser d'un régime anti-israélien, anti-occidental. Voilà ce que dit Aïssa Abdelgherfi. Regardez la pertinence de son analyse. L'analyse du cas syrien, qui occupe actuellement largement l'actualité internationale, est très pertinente. Elle permet de mesurer tout le poids d'une politique agricole sur la stabilité d'une nation. Myriam Abebsa, géographe associée à l'Institut français du Proche-Orient à Amman, a publié une étude très documentée intitulée Crise agraire, crise foncière et sécheresse en Syrie. Elle montre bien qu'avant la grande sécheresse de 2007 à 2010, la Syrie était dans l'autosuffisance alimentaire. Le coton formait le tiers des exportations nationales, fortement subventionné par le gouvernement, l'agriculture contribuait au quart du PIB et employait le tiers de la population active, en intégrant le secteur agroalimentaire. Elle avait permis le maintien dans la campagne de plus de la moitié de la population nationale. En novembre 2009, bien avant la guerre en Syrie, le rapport des réseaux régionaux d'information relevant des Nations Unies décrit l'effet dévastateur de la sécheresse, qui a obligé 1,5 million de personnes à quitter leur village pour se concentrer dans le banlieue de Damas et d'autres villes comme Alep et Daraa. Certains éleveurs ont perdu environ 70% de leur bétail. Ils ont dû vendre une partie de leurs animaux pour acheter des fourrages à des prix très élevés. Certains éleveurs ont également été obligés de vendre leurs bêtes pour nourrir leurs enfants. La production du blé et des terres a énormément chuté en Syrie. Ensuite, il explique dans tout ce passage que la crise politique en Syrie, regardez bien, la crise alimentaire en Syrie, aussi bien que la crise mondiale de 2008, ont eu le mérite de poser la question vitale de la prévision qui interpelle autant les scientifiques que leurs décideurs. Il explique que la Syrie, à cause de la crise agricole, quand son agriculture s'est effondrée, à la suite de la sécheresse, les grandes périodes de sécheresse qui ont touché le pays entre le 2007 et 2010, et que comment la Syrie a commencé, l'agriculture syrienne a commencé à s'effondrer à partir de 2012-2013, elle a été l'une des raisons de la guerre qui a éclaté en Syrie. Parce que les populations des campagnes se sont retrouvées sans revenus, sans possibilité de se nourrir, sans possibilité de subsistance. Ils commençaient à habiter des bidonvilles dans les grandes villes du pays. Et quand la révolte politique a éclaté en 2011-2012, et ben les populations pauvres de la Syrie ont rejoint la révolte populaire. Et quand il y a eu une répression armée, et ben ils ont pris les armes, dans une guerre civile. La crise, une crise alimentaire, une crise de la production agricole suscite de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire, et cette pauvreté, cette détresse va engendrer une insécurité nationale, puisque quand il y a des problèmes socio-économiques,
Parmi les plus grands manifestants, parmi les contingents des manifestants contre le régime Assad, c'était beaucoup d'éleveurs et beaucoup de personnes issues des régions rurales de Syrie qui sont devenues très pauvres et qui ont été abandonnées à la famine, pratiquement à la pauvreté. Donc, il analyse, par exemple, il donne par exemple des cas, la ville de Draa, qui est l'une des villes martyrs en Syrie. Il y avait une guerre civile terrible, Draa a été totalement détruite. Le soulèvement populaire, il est parti de Draa en mars 2021. Dans cette ville, il y avait 200 000 migrants en provenance des campagnes. Il y a 200 000 familles qui vivent, 200 000 personnes qui se nourrissaient de l'agriculture, et à cause de la sécheresse de 2007 à 2010 et l'effondrement de l'agriculture syrienne, ils sont partis vivre dans cette ville, et comme ils étaient pauvres, extrêmement pauvres, quand il y a eu des troubles politiques, ils étaient parmi les premiers émeutiers, parmi les premiers manifestants, parce qu'ils voulaient du changement, ils voulaient avoir le droit à la vie et à la sécurité. Ils n'ont pas réussi. Donc le régime syrien les a réprimés, ou ça la crise politique. La crise politique de Syrie s'explique aussi par des considérations diplomatiques, géopolitiques, internationales, mais par des causes liées à la sécurité alimentaire et à la crise agricole. Le chercheur algérien, M. Issa Abdelghelfi, il a été le seul agronome, et là il était en train d'avertir le régime algérien. On risque l'Algérie pourrait devenir la Syrie de demain. Si l'agriculture algérienne s'effondre, l'agriculture quand même c'est 20% du PIB de l'Algérie, entre 20 et 25% du PIB de l'Algérie. Si l'agriculture algérienne s'effondre, si on n'arrive plus à nourrir convenablement notre population, et si on ralentit pas, c'est quand même 26% de la population active en Algérie, vous imaginez, c'est vrai, c'est même pas 20%, c'est 15% on va dire, voilà. C'est entre 10 et 15%, c'est pour ça que j'ai dit presque 20% du PIB. Mais si l'agriculture algérienne s'effondre à la suite d'une grande sécheresse, de grandes problématiques climatiques, et si l'État algérien n'anticipe pas le scénario Hadaya, il n'essaie pas de protéger le monde agricole, il n'essaie pas de renforcer la sécurité alimentaire, et ben on aura des millions de pauvres personnes qui perdront leurs terres, qui ne pourront plus vivre de l'agriculture et qui ne pourront plus donc se nourrir. Ensuite, il y aura une crise alimentaire qui va causer une crise économique, une crise sociale, et la crise économique et la crise sociale peut causer plus tard une crise politique. C'est ce qu'il a dit Issa Abdelghelfi. Et ce langage, cette analyse avait déplu à l'époque. Elle avait fait peur aux dirigeants algériens. Qu'est-ce qu'il leur a dit dans sa contribution? L'École nationale supérieure d'agronomie, devenue une institution de renommée au fil d'un siècle d'existence. Parce que quand l'Institut national d'agriculture, l'École nationale supérieure d'agronomie, le NSA. T'as le harrach toujours. Elle est devenue au fil d'un siècle d'existence informée une élite d'ingénieurs, agronomes et de scientifiques d'une valeur inestimable pour l'Algérie. En 2008, ce fleuron de l'Algérie a bénéficié du statut de grandes écoles, qui a permis d'entamer une profonde réforme de sa gouvernance et de ses infrastructures, avec la clé un plan de développement objet de financement public jamais débloqué pour l'école depuis l'indépendance. Donc il a commencé à dire qu'il faut investir sur la formation des agronomes. Il faut commencer à miser sur la formation sur la modernisation de notre agriculture à travers la science, à travers comment dirais-je, à travers le progrès scientifique. Et à l'époque, qui était ministre de l'agriculture, qui était ministre de la recherche scientifique? C'était un certain Tahar Hadjar. Et Tahar Hadjar, c'était l'un des plus mauvais ministres de l'enseignement supérieur de l'histoire de l'Algérie. D'ailleurs, rappelez-vous, en août 2018, c'est lui qui avait dit, la polémique qui est devenue une polémique mondiale, en quoi ça m'avance si on a un prix Nobel issu de l'université d'Alger? Quelle serait la répercussion sur l'enseignement d'avoir un prix Nobel de l'université algérienne? Vous vous rendez compte, un ministre de l'enseignement supérieur, ça sert à quoi? À quoi ça va servir au pays ou à l'université algérienne d'avoir un prix Nobel? Mais Ahmar, si tu as un prix Nobel, ça veut dire que ton système universitaire, il forme bien, et donc il peut attirer les investissements, tu peux contribuer au développement du pays. Un prix Nobel, les pays qui ont des prix Nobel, c'est des pays qui sont industrialisés, qui sont développés, qui sont modernes. Donc l'impact, c'est d'abord plus qu'un impact, c'est le résultat d'une politique qui a réussi, c'est une politique de développement scientifique et de développement de l'enseignement supérieur. C'était tout simplement extrêmement. Il a fait pas mal de polémiques. C'est quelqu'un, Marloch Ferrasso,
un arabisant, marben, mais il ne maîtrise pas beaucoup les langues étrangères. Son parcours universitaire, Tahar Hadjar, était très douteux. Il avait un frère qui s'appelait Abdelkader Hadjar, qui était très connu, qui était l'ancien ambassadeur d'Algérie, fait Tunis, et qui était un ancien diplomate algérien, Marouf. Il a fait beaucoup les pays arabes, etc. C'était l'un des poids lourds de la diplomatie algérienne, Tahar Hadjar. Donc, il doit en partie sa carrière à son frère. Les deux, de la famille Hadjar, sont issus de Tieret. Ils sont de Tieret. Abdelkader Hadjar était un ancien du FLN, etc. Bon, il a fait la Libye, la Syrie, il a fait que les pays arabes. C'est des arabisants. Sauf que Tahar Hadjar, la réussite ou son arrivée au pouvoir, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, parce qu'il était resté ministre de l'enseignement supérieur de 2015 jusqu'à 2017, même pour le Hirak, il était resté ministre de l'enseignement supérieur de 25 mai 2017 à 1er avril 2019, il s'explique aussi par sa proximité avec un autre personnage troublant. Les Belges n'attendent rien, c'est Gharmet Bonouira. Gharmet Bonouira, l'ex-secrétaire particulier de défunt chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaï Salah, était au Tierti. Il est issu d'un patelin qui est situé à quelques kilomètres du patelin originaire de la famille Hadjar. Tahar Hadjar a bénéficié, connaissait Gharmet Bonouira. Ils avaient une très bonne relation. Le secrétaire particulier, le directeur de CAP, c'était plus son secrétaire particulier, voilà. Le secrétaire particulier de Gaï Salah avait une énorme influence. Parce qu'il avait l'oreille attentive de Gaï Salah. Gaï Salah, il l'adorait, l'aimait, il faisait aveuglément confiance à Gharmet Bonouira. Et c'est Gharmet Bonouira qui a demandé à Gaï Salah d'appuyer la nomination de Tahar Hadjar à la tête de ministère de l'enseignement supérieur. Et c'est lui qui est intervenu pour que Gaï Salah garde Tahar Hadjar à la tête du ministère de l'enseignement supérieur pendant la crise politique de 2019. Donc c'est pour vous dire que Tahar Hadjar, qui était un ministre catastrophique, au parcours universitaire extrêmement douteux. Beaucoup de sources disent qu'il n'a jamais eu le bac, qu'il n'a jamais été brillant, qu'il a été juste nommé comme ça parce qu'il connaissait Gharmet Bonouira, parce que son frère était un grand diplomate, etc. Et il est mort d'ailleurs récemment, son frère. Abdelkader Hadjar était pendant le Covid, c'était 13 octobre 2020, il est mort à l'âge de 82 ans. Tahar Hadjar, par contre, il est toujours en vie, mais là, il a complètement disparu des radars. Tahar Hadjar, c'est lui qui a licencié, à la suite de cette publication, parce que le professeur Adab de Gerfi, il a critiqué le ministère, il a critiqué la politique du ministère qui n'était pas en train de miser, parce que à l'époque, le régime Bouteflika voulait moderniser l'enseignement supérieur, l'agronomie, etc. Et les publications d'Aïssa Abdel Gerfi n'ont pas du tout plu à Tahar Hadjar. Qu'est-ce qu'il fait Tahar Hadjar? En novembre 2016, il va licencier le brillant scientifique Aïssa Abdel Gerfi. Ce qui a suscité au sein de l'École nationale supérieure d'agronomie, l'ex-institut national d'agronomie d'Al Harrach, une vague d'indignation. En plus, il y avait un problème à l'époque sur un concours de doctorat, il y avait du trucage au niveau des places qui ont été réservées à des postes de magistère et de doctorat. Il y avait un problème au niveau du concours de doctorat et de magistère à cette école-là. Et Aïssa Abdel Gerfi était parmi les personnes, les professeurs qui avaient dénoncé les dysfonctionnements et la politique du ministre de l'enseignement supérieur qui a été menée au niveau de l'École nationale supérieure de l'agronomie. Où sera le problème? Kbir. En fait, c'était quoi? En janvier 2016, il y a eu des nouvelles places supplémentaires qui ont été créées pour des personnes cité Hagdex, c'est des personnes qui étaient choisies et qui ont bénéficié d'une intervention du ministère de l'enseignement supérieur, et ils n'avaient pas fait de concours pour accéder au grade ou là, au poste d'enseignant ou là, au poste, des postes au niveau de doctorat, pour faire un doctorat au niveau de l'École nationale supérieure d'agronomie. Et les professeurs se sont opposés à cette injustice. Ils disent que non, vous ne devez pas clochardiser notre école. On peut pas, les étudiants qui veulent faire un doctorat au niveau de l'École nationale supérieure d'agronomie, il faut qu'ils passent par un concours. Il fallait pas clochardiser cette école. Donc il y a eu toute une polémique à l'époque. Mais c'est que Meskin Aïssa Abdel Gerfi, on lui a coupé son salaire alors qu'il était cancéreux, qu'il suivait une thérapie à Paris pour son cancer.
et qu'il avait besoin extrêmement de son salaire pour continuer. C'était une hormonothérapie. Une hormonothérapie. Il a suivi à Paris. Il n'avait aucune prise en charge. Il vivait de son salaire d'enseignant à l'École nationale supérieure d'agronomie. Donc, il était déjà malade depuis 10 ans de son cancer. Quand il arrivait à se soigner en France, il pouvait vivre avec son cancer et son cancer ne mettait pas ses jours en danger. Mais malheureusement, une fois qu'il a perdu son salaire et ses revenus, le problème c'est que le ministère d'enseignement supérieur ne lui avait pas donné tous les documents nécessaires pour qu'il puisse faire des recours, pour qu'il puisse bénéficier d'une retraite digne de ce nom, pour qu'il puisse bénéficier. Il n'a jamais d'ailleurs été réhabilité, il n'a jamais été d'ailleurs ses droits ont été bafoués. D'ailleurs, on a considéré ça. L'affaire Hadita Aïssa Abdelgherfi a été considérée comme une atteinte à la dignité de la communauté universitaire en Algérie. Ce qui fait que M. Aïssa Abdelgherfi, il a abandonné la recherche scientifique, il a abandonné l'enseignement supérieur, il a lutté, il a été exclu de l'École nationale supérieure d'agronomie d'Al-Harraj, et à la fin, mesquin, son cancer s'est aggravé, il pouvait plus aller en France se soigner, il pouvait plus avoir la possibilité de se soigner en France, il était dépendant du système de soins algérien. Pour les cancéreux, vous savez, les pénuries de traitements, de médicaments, les rendez-vous en chimiothérapie, la complexité du système de soins algérien et l'incapacité du système de soins algérien de prendre en charge les cas graves pour le cancer, n'ont pas pu malheureusement sauver la vie de Aïssa Abdelgherfi, qui est mort plus tard, en mai 2023, dans l'indifférence générale. Je dis bien dans l'indifférence générale. Il avait perdu son travail, il avait perdu ses droits sociaux, il avait perdu son salaire, il avait perdu sa dignité. Il ne pouvait plus écrire, ni faire de la recherche scientifique, alors qu'il avait il a eu des prix internationaux, il avait publié dans des publications internationales, et ces publications ont été traduites en plusieurs langues. Ce cerveau de l'agronomie algérienne, il est mort dans l'indifférence générale, assassiné par le mépris et la dictature du régime algérien. Parce qu'il s'est opposé au ministre Tahar Hadjar, parce qu'il s'était opposé à la hogra, au népotisme, au favoritisme, à la corruption dans le secteur de l'enseignement supérieur. Meskin, il a payé ça de sa vie. Et j'ai fait cette émission aujourd'hui pour lui rendre hommage, pour que vous puissiez prendre connaissance de son histoire et de son cas, et pour que vous puissiez savoir que, au sein de l'université algérienne, nous avons d'excellentes compétences, des cerveaux, mais qui sont malheureusement ignorés, occultés, mahkourin, et souvent, al-hugra hadi mène vers leur mort. Allah yahmak yussa alik al-khair, monsieur, au professeur Aïssa Abdelgherfi, et je souhaite à sa famille beaucoup de courage, et j'exprime toute ma sympathie. Et encore une fois, j'ai pas fait cette émission pour remuer le couteau dans la blessure, mais juste pour rendre hommage à Aïssa Abdelgherfi et à toutes les enseignantes et les enseignants qui se battent chaque jour en Algérie pour préserver l'excellence universitaire.